Hello and welcome. Assalamu alaikum wa marhaba. Bonjour et bienvenue, Anne-Cécile Robert, dans cette interview pour l'Open Borders Institute. Nous sommes une petite advocacy dont l'objectif est de changer les perspectives sur les échanges transfrontaliers et les rencontres entre différentes cultures. Cette semaine, nous accueillons la directrice des relations internationales et des éditions internationales du Monde diplomatique. Vous êtes également présidente de l'Union internationale de la presse francophone et vous avez enseigné pendant 20 ans en tant que professeur de droit de l'Union européenne à l'Université Paris 8 ainsi qu'à l'HEIP. Vous êtes spécialisé en droit international et vous avez écrit sur les Nations Unies, sur les relations entre l'Europe ou l'Occident et l'Afrique. Vous avez aussi écrit sur l'émotion dans la politique et la manière dont elle était utilisée, notamment dans les grands médias. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour. Alors écoutez, pour, euh, pour commencer, j'aurais voulu discuter un petit peu avec vous de ce qui s'est passé sur les derniers mois. Vous avez écrit notamment sur la crise en Ukraine, euh, sur d'une certaine manière, nécessité pour les journalistes de prendre un certain parti pris au regard du conflit. Comment est-ce que ça s'est passé au monde diplomatique? Est-ce que vous avez eu des retours par rapport aux articles que vous avez écrits? Est-ce que euh, vous avez eu l'impression d'une certaine manière que briser la doxa pour ce qui était du conflit était quelque chose qui amenait une certaine vigilance de la part des autres médias? Comment est-ce que ça s'est passé? Merci d'abord de votre invitation. C'est toujours très agréable d'avoir des espaces comme ça d'échange un peu tranquilles et pacifiques justement sur les grands enjeux internationaux. Concernant la guerre en Ukraine, tout d'abord, comme tout le monde, soyons honnêtes, nous avons été surpris par le déclenchement de cette guerre et l'agression commise par la Russie contre son voisin en violation flagrante de la Charte des Nations Unies. Et immédiatement, notre interrogation a été comment rendre compte de ce conflit en respectant, malgré l'émotion et quelque part une forme de peur qui s'emparait de nous, et en conservant donc la distance, pas l'objectivité, mais disons la distance critique qui permette d'exposer l'ensemble des tenants et des aboutissants de ce conflit d'une manière claire pour les lecteurs. Et je fais ce préliminaire parce que, comme toujours en temps de guerre, les prises de position sont exacerbées parce qu'il est question de vie et de mort, parce qu'il était question de grands principes, parce qu'il se passe des choses atroces, comme les crimes de guerre à Boutcha, et peut-être, nous le savons, des crimes contre l'humanité. Et dans ces périodes-là, on a tous tendance à perdre notre sang-froid et à vouloir se mobiliser au-delà de ce que le sens critique journalistique imposerait. Et on sait qu'il existe un journalisme qu'au monde diplomatique, on a appelé un journalisme en treillis, qui est à l'avant-garde des prises de position les plus échevelées. Alors, on l'avait connu, petit rappel peut-être pour les jeunes générations, en 2003, lorsque les États-Unis ont agressé l'Irak, la grande presse américaine a gobé le bobard des armes de destruction massive inventées par l'administration Bush pour justifier cette guerre. Ce n'est qu'après que les médias ont retrouvé leur distance critique. Alors, le monde diplomatique essaie toujours, et il est aidé en cela par le fait qu'il est un mensuel, de se départir des prises de position précipitées et caricaturales. Et dans cette guerre, comme dans les autres, nous avons tenté d'être, et nous tentons, d'être clairs sur les principes,
tout en conservant un espace de mise en perspective historique et critique des événements. Et comme vous l'avez évoqué dans votre question, Adam, cela n'est pas toujours compris. C'est-à-dire que bien que depuis le départ, nous ayons condamné sous la plume de notre directeur l'agression russe contre l'Ukraine, et bien que nous dénoncions et exposions les crimes commis en particulier par la Russie, certains feignent de croire que nous sommes complaisants parce que nous ne sommes pas dans le langage guerrier de certains qui réclament à la une de leurs journaux, en ouverture des émissions télévisées, plus d'armes pour l'Ukraine, plus de ci, plus de ça. Nous considérons que ce n'est pas notre rôle et que notre rôle, c'est de mettre en perspective et d'expliquer. Et en particulier, certains n'ont pas compris, peut-être qu'on aura des questions là-dessus, que nous revenions sur l'histoire qui a précédé cette faute, je le répète, hein, j'insiste lourdement, cette faute inexcusable de la Russie. Certains n'ont pas compris que nous remontions l'histoire, non pas pour justifier, mais parce que, sauf à vouloir que cette guerre s'éternise, ou que d'autres guerres de ce genre se produisent ailleurs, il faut bien essayer de remonter la chaîne de l'enchaînement des événements euh, pour, euh, pour tirer les leçons. En fait, parce qu'un jour ou l'autre, cette guerre se terminera. Et si on ne veut pas commettre l'erreur qu'on a commise en 1918, c'est-à-dire faire un accord de paix qui en fait prépare la guerre d'après, il faut faire l'effort de comprendre ce qui s'est passé et quelque part se mettre dans la tête des belligérants, non pas pour les excuser, mais pour démonter les mécanismes qui ont conduit à l'irréparable et à la faute, en l'occurrence la faute de la Russie. Vous avez l'impression que, il a été question de manière assez questionnable, j'ai envie de dire, de mort cérébrale de l'OTAN. Bon, euh, c'est un terme qu'on peut discuter, dans la pertinence est discutable notamment. Pour autant, est-ce que vous avez l'impression que cette guerre a offert sur un plateau doré un renouvellement du mandat de l'OTAN, mais aussi une occasion, et c'est plus particulièrement ce qui m'intéresse, une occasion pour l'autonomie stratégique européenne de s'incarner, alors que pour le moment, ça avait été notamment porté par la France, avec beaucoup de scepticisme de la part des autres États membres. Et puis, d'un coup, c'est une opportunité, et notamment pour ne pas simplement la limiter à l'espace de la défense, mais aussi l'étendre dans d'autres domaines. Pourquoi est-ce que je dis ça? Récemment, il y a quelques jours, euh, donc le commissaire au marché intérieur, Thierry Breton, défend une vision notamment de l'autonomie stratégique qui s'étendrait à un certain protectionnisme économique, du moins par rapport à certaines règles qui empêchent les États de subventionner leurs industries. Euh, il semble qu'aujourd'hui, la France, en fait, utilise cette notion d'autonomie stratégique pour justement promouvoir un Made in Europe. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez justement de cette notion d'autonomie stratégique qui notamment se déploie au-delà de la défense? Il est tout à fait certain, et vous avez raison de le souligner, qu'historiquement, la diplomatie, la politique étrangère, d'une manière générale, la politique au sens large, est le parent pauvre de la construction européenne, qui s'est beaucoup concentrée pour des tas de raisons sur sa dimension économique, le marché commun, que Jacques Delors, grand président de la Commission européenne, avait qualifié de socle de la construction européenne, et que la construction européenne a éprouvé des difficultés à sortir de, de ces caractères et de cette dimension économique pour devenir une puissance politique. Certains se contentaient finalement assez bien du marché commun. Et très longtemps, comme vous l'avez rappelé, la France était un pays assez isolé dans l'idée d'avoir une Europe politique, une Europe défendant des intérêts stratégiques, avec bien sûr une diplomatie, mais aussi des outils militaires
Et la France voyait et voit toujours la construction européenne comme un prolongateur de sa puissance déclinante. Et pendant très longtemps, pour la plupart des autres pays européens, cette préoccupation était en fait une préoccupation française. Et eux n'en voyaient pas trop l'intérêt parce que pour la plupart d'entre eux, cette dimension diplomatique, militaire et stratégique était très bien assurée par les États-Unis d'Amérique et par l'Alliance atlantique. Et ils voyaient même avec inquiétude une Europe qui s'affirmerait du point de vue diplomatique et militaire parce qu'ils craignaient que de facto, ça les place dans les mains et sous la domination du pays le plus puissant dans ce domaine, la France, ou au mieux de ce binôme, de ce directoire franco-allemand que Berlin et Paris ont commencé à construire avec le traité de l'Élysée, dont on va fêter les 60 ans d'ailleurs ce mois-ci, puisqu'il a été signé en janvier 1963. Et l'une des difficultés qui fait écho à votre question, c'est que cette Europe politique, militaire, diplomatique et militaire, elle était pensée par les Français comme une Europe européenne. C'est-à-dire qu'il y avait potentiellement, et parfois très clairement exprimé, l'idée qu'il fallait que ça se fasse à distance des États-Unis. Et pour certains Européens, ce n'était absolument pas possible, en partie pour les raisons qu'on a évoquées. Quelque part, avoir les États-Unis comme tutelle diplomatique et militaire, ça arrange tout le monde parce que ça met tous les pays européens à égalité et on n'a pas à choisir un pays européen comme moteur et comme puissance dirigeante. Avec les événements d'Ukraine, avec cette guerre, on s'aperçoit que l'Europe a pu prendre des initiatives dans le secteur diplomatique et militaire inédites, notamment des achats d'armes communs, une politique de sanctions très sophistiquée, je crois qu'on en est au 6e train, peut-être même au 7e train de sanctions, et mis à part finalement la Hongrie qui traîne des pieds, tout le monde est uni autour de cela. Donc on a incontestablement des avancées dans le secteur diplomatique et militaire de la part de l'Union européenne qui coordonne des livraisons d'armes avec des objectifs définis en commun autour de l'Ukraine. Et on a même vu au printemps dernier un effort de précision, de définition stratégique avec l'adoption de cette fameuse boussole stratégique, qui est un livre assez épais, qui contient des éléments de programme et de plan stratégique pour l'Union européenne. Alors, ce qui, moi, m'inquiète, avec d'autres observateurs, c'est que cette boussole stratégique et ces avancées se font très nettement dans un cadre atlantique. Et on voit que la riposte, par exemple, à l'agression russe contre l'Ukraine est coordonnée de manière très pratique par l'Alliance atlantique, avec des réunions qui sont organisées sous chapeau atlantique et sous direction américaine. Et la question se pose de savoir si l'Europe si c'est juste un passage obligé. Est-ce que c'est juste un passage obligé par les circonstances, ou est-ce que l'Europe ne peut s'affirmer qu'en restant dans le cadre atlantique dans lequel elle est née, souvenons-nous, après la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'elle a été conçue aussi en opposition dans la logique des blocs à l'Union soviétique. Et certains pensent qu'il est possible à l'Europe de développer son identité propre, mais très concrètement, pour l'instant, ça ne se voit pas. Et tous les objectifs, y compris la boussole stratégique européenne, coïncident avec les objectifs de l'Alliance atlantique, y compris en Indo-Pacifique, et donc avec les objectifs américains. Alors, ça interroge parce que est-ce que les intérêts stratégiques européens coïncident forcément avec les intérêts atlantiques? Et est-ce qu'ils coïncideront toujours avec les intérêts atlantiques? On n'en est pas certain. Et en tout cas,
sur enfin, je sais pas si vous voulez, je peux faire des réponses très longues, mais je peux peut-être m'arrêter, peut-être vous laisser relancer, c'est un peu comme vous voulez. Non, non, je vous en prie, prenez votre temps. Parce que, concrètement, si on prend cet exemple, très difficile, il faut quand même le reconnaître, des rapports de l'Europe avec la Russie, il faut quand même voir que, l'ostracisation de la Russie, l'endiguement de la Russie, ce qu'on appelait le containment durant la guerre froide, ça a toujours été un objectif américain. Parce que les Américains voulaient que l'Europe se consolide dans l'ensemble atlantique au soutien des intérêts, entre guillemets, occidentaux. Donc c'était logique de repousser, et c'était facile puisqu'il y avait le bloc communiste soviétique, donc c'était facile d'unifier, d'unir les Occidentaux sous la bannière américaine. Mais la question a toujours été posée, y compris par l'Allemagne, qui n'a jamais caché sa proximité avec les États-Unis, de savoir s'il était intelligent d'avoir un mur de séparation avec la Russie. La Russie est au moins en partie, du point de vue géographique et historique, un pays européen. Donc est-il raisonnable, intelligent, pertinent, crédible, possible de construire le projet européen avec une espèce de mur qui repousse la Russie vers l'Asie? Est-ce que ça, c'est pas un projet plus américain qu'européen? Parce que de toute façon, nous ne pouvons pas faire comme si la Russie n'existait pas. Effectivement, la nature du régime russe nous dégoûte. Ça ne plaît pas du tout, c'est certain. Mais on ne peut pas faire comme si la Russie n'existait pas. Et pendant très longtemps, l'Allemagne, qui encore une fois a des options très claires par rapport aux États-Unis, a défendu l'idée qu'il fallait trouver un modus vivendi. Tout le débat sur Nord Stream 2, etc. Et là, l'Allemagne coupe un peu les ponts avec la Russie, mais c'est peut-être un moment, simplement. Hein. Alors, justement, dans cette idée de boussole stratégique, on voit que l'Europe se cherche quelque peu. Et notamment, c'est à la fois une Europe qui se cherche en termes de stratégie, mais c'est aussi idéologiquement savoir quel moteur doit animer sa politique étrangère. Alors, on a notamment vu donc ce que vous décrivez, une approche plutôt je ne sais pas si j'oserais le terme réaliste, mais du moins assez géostratégique, assez ancré dans le territoire, qui assume le fait que la Russie fait partie de l'Europe. Malgré les divergences idéologiques ou non, la Russie reste ancrée et c'est un acteur avec lequel il faut travailler. Euh, pour autant, on a aussi vu dans les tentatives justement de l'Union européenne de s'inventer une politique étrangère, un recours à une certaine forme assez agressive de politique libérale, notamment sous la forme du néoconservatisme. C'est ce qu'on a vu avec Monsieur Joseph Borrell, le haut représentant, qui, dans un discours qu'il a donné à Bruges, a notamment montré une certaine vision de l'Europe défenseur des valeurs morales de la démocratie contre le reste du monde. J'ai eu la chance notamment d'interviewer Monsieur Borrell sur cette question. Euh, bon, il y a eu tout un débat sur le sujet. Finalement, on a l'impression que c'était plutôt une erreur de la part de Monsieur Borrell et que finalement l'Europe se cherche et n'a pas encore trouvé sous quel angle aborder sa politique étrangère. Euh, Kate, qui est ici avec nous, a une question justement sur les valeurs et la manière dont l'Europe essaye de s'emparer de ces valeurs occidentales pour les défendre, pour les promouvoir, et éventuellement l'effet et la réception que ça a dans le reste du monde. Et comme vous êtes notamment spécialiste de l'Afrique, vous avez une idée justement de la manière dont est peut-être perçue ces tentatives européennes de défendre des valeurs. Alors, Kate?
Bonjour, Anne-Cécile, et merci encore pour être avec nous ce soir. Ma question, c'est la suivante. L'Union européenne se considère souvent comme un leader moral dans la mesure où elle promeut et défend les valeurs communes de l'Union sur la scène internationale. Comment cette position moralisatrice affecte-t-elle la crédibilité et la perception de l'Union au niveau international lorsque nous opérons dans un espace international qui est caractérisé par des désaccords, par des conflits et l'absence des valeurs communes dans votre opinion? Merci. Merci pour votre question qui est très difficile à bien des égards. Il faudrait peut-être distinguer plusieurs registres. L'Europe a effectivement souhaité, notamment à partir des années 1990, définir ses valeurs et ses principes. Après toute une période où on était concentré sur le marché commun, les enjeux agricoles, etc. Notamment parce que à partir des années 1990, les perspectives d'élargissement se sont accrues et et c'était sans doute nécessaire, jugé pertinent et stratégique de dire aux pays qui voulaient entrer, si vous entrez, surtout si vous venez de l'univers soviétique où il n'y avait pas de liberté, sachez que vous entrez dans un club de démocratie qui prend au sérieux la question des droits de l'homme. Donc à partir de là, avec les critères de Copenhague, on a mis, et puis après le traité de Maastricht notamment, noir sur blanc, c'est cet attachement de l'Union européenne à la démocratie, à l'état de droit, aux droits fondamentaux, à la justice, etc. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a un autre registre à étudier qui est celui que vous soulevez, qui est de l'international. Parce que vous pouvez très bien avoir vos valeurs chez vous sans pour autant avoir envie de les exporter ou d'en faire un outil de votre politique étrangère. Pendant très longtemps, d'ailleurs, certaines puissances se sont contentées de faire du commerce sans forcément aborder la question des valeurs. Effectivement, l'Union européenne, particulièrement depuis quelques années, place les valeurs au cœur de sa diplomatie et se veut une puissance promotrice des droits de l'homme qui souhaite par ailleurs rompre avec, et c'est important pour les Européens, un certain passé, notamment colonial, en disant, voilà, nous tournons l'Europe moderne, l'Europe de l'après-guerre, s'affirme en rupture avec l'Europe d'avant, qui était une Europe coloniale, impériale, arrogante, et j'en passe, et des meilleurs. Alors, le problème, c'est que cette affirmation des valeurs ne va pas sans contradiction. Par exemple, Madame von der Leyen a sanctionné et condamné très nettement le régime de Vladimir Poutine, avec de bonnes raisons. Dans le même temps, elle a effectué des démarches dans les pays du Golfe pour trouver des sources de rechange pour le gaz, pour l'énergie européenne. Et on sait bien que les régimes du Golfe ne sont pas vraiment symboles de défense des droits de l'homme. Donc la première chose qui frappe après, cette affirmation des valeurs, c'est les contradictions. Et les États-Unis sont eux aussi en contradiction. Souvenez-vous, le président Joe Biden a organisé un sommet des démocraties dans lequel il a convié l'Arabie saoudite, enfin toutes sortes de pays. Bon, donc là, il y a une contradiction flagrante qui jette le doute sur le sérieux de la démarche européenne et ouvre la voie, ce que vous soulevez dans votre question, à la fameuse accusation de deux poids, deux mesures, de discours à géométrie variable. On accuse les Européens de tenir des discours très clairs dans certains cas, et là en l'occurrence la Russie,
ou la Chine pour la question des Ouïghours, et d'être extrêmement complaisante quand ses intérêts sont en jeu, avec certains pays, j'ai cité les pays du Golfe, mais on a un peu le même souci avec Israël. Madame von der Leyen a fait un communiqué dithyrambique après l'élection de Benjamin Netanyahou comme Premier ministre israélien, au moment même où M. Netanyahou s'associe avec l'extrême droite de son pays et tient des propos extrêmement agressifs vis-à-vis des territoires occupés. Mais là, l'Union européenne, bizarrement, ne voit pas de problème vis-à-vis de l'état de droit, des droits de l'homme, etc. Donc, la question de la contradiction est, à mon avis, inhérente à la diplomatie des valeurs. Quatrième chose, par rapport à votre question, qui est très intéressante, c'est que est-ce que quand on promeut les valeurs en diplomatie, on ne confond pas finalement valeurs et principes? Parce que les valeurs, finalement, varient en fonction des États. Il y a une expression en français, on dit « nous n'avons pas les mêmes valeurs », pour dire, voilà, chacun sa culture, chacun ses valeurs, etc., sans être relativiste, mais on sait bien qu'on n'a pas tous la même vision, je ne sais pas, de ce qu'est la santé, de ce que sont les rapports hommes-femmes, de ce qu'est la culture, la gastronomie, l'esthétique, la beauté, voilà. Les valeurs, au-delà de choses un peu générales, sont le territoire finalement de l'expression diversifiée des cultures. En revanche, sur les principes, on peut s'accorder. Et il me semble que dans le cas du droit international, qui intéresse, j'imagine, le club d'étudiants et de chercheurs que vous êtes, on peut s'accorder sur les principes dans l'idée de préserver la paix. Parce qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement conflictuel dans la promotion des valeurs. Il y a quelque chose de très intrinsèquement conflictuel, dont les Européens n'ont peut-être pas forcément conscience, mais on avait eu du temps de George Bush, souvenez-vous, une diplomatie des valeurs qui avait conduit à renverser des gouvernements, ce qu'on appelait le regime change. Quand vous commencez à vouloir remodeler le monde selon vos valeurs, vous êtes conduit à faire la police partout, à ne la faire nulle part. Et on a vu que les résultats de la diplomatie des valeurs pour l'Irak, pour la Libye, étaient plutôt catastrophiques. Pour l'Irak, on a eu des milliers de morts, des dégâts sanitaires, des populations jetées sur les routes, des enfants mal nourris. L'intervention en Libye a déstabilisé complètement le Sahel. Elle est en partie responsable du développement du djihadisme et du terrorisme au Sahel, parce que très cyniquement, le régime de Muammar Kadhafi en Libye favorisait la stabilité. C'est là qu'on voit, quand je vous dis la diplomatie des valeurs est conflictuelle, du point de vue cynique, c'est vrai que le régime de Muammar Kadhafi qui dirigeait la Libye était absolument horrible, il violait les droits de l'homme, etc. Mais du point de vue de la stabilité régionale et de la paix, c'était plutôt une bonne chose, le régime de Kadhafi. Et donc, il me semble que se concentrer sur les principes, et la charte de l'ONU, c'est ça, permettrait d'avoir une discussion un peu plus froide, et qui serait peut-être plus facile de rétablir la discussion avec les Russes, qui ont violé les principes de la charte, en discutant des principes, que s'embarquant, comme on entend dans le discours de certains dirigeants européens, dans une opposition de valeurs. Nous serions les gardiens du camp libéral, démocrate, etc. Et il y aurait un camp des méchants, les illibéraux, qui en fait n'auraient pas voix au chapitre parce que par nature, ils seraient dans le mauvais camp. Une espèce d'empire du mal contre un empire du bien. Et la phrase de Joseph Borrell, je ne la crois pas accidentelle, contrairement à ce qu'il a répondu à Adam Mouyal. Je pense qu'elle est très révélatrice de la psychologie européenne, qui se pense vraiment comme the best and the brightest, les meilleurs et les plus intelligents, les gardiens du bon goût et des bonnes valeurs, et qui vont apporter, un peu comme du temps de la colonisation, la civilisation à tous les mécréants de la planète.
Merci beaucoup pour votre réponse. En fait, c'est vraiment une question très intéressante. Pe- Pensez-vous que maintenant, avec la guerre en Ukraine, pensez-vous que c'est la fin maintenant de la diplomatie qui est basée sur les principes et les valeurs et peut-être la diplomatie, ça prend un caractère plus réaliste maintenant dans le scène international? Je l'aimerais quelque part. Alors, soyons clairs, hein, il ne s'agit pas d'abandonner les droits de l'homme. Parce que parfois, quand on tient le discours que je tiens sur les principes, on dit bah oui, mais alors les droits de l'homme. Il faut effectivement promouvoir les droits de l'homme, favoriser les droits de l'homme, mais quand la paix est en jeu, il me semble qu'il ne faut pas se tromper et qu'il faut être un peu réaliste parce que je veux dire, la paix, c'est la mère de tous les bienfaits. De la guerre, il ne ressort souvent rien, et en tout cas, la guerre est intrinsèquement quelque chose d'abominable qui, par ailleurs, n'est jamais certaine. Je crois que c'est la reine Élisabeth Ier d'Angleterre qui disait je n'aime pas les guerres, elles ont des conséquences non maîtrisables. I hate wars, they have uncertain outcomes. Et, et donc, il me semble que s'il y a des arbitrages à faire, il me semble qu'aujourd'hui, il faut remettre la paix au cœur des objectifs. C'est-à-dire qu'on a un peu perdu de vue, parce qu'il y a eu un moment où l'Union soviétique ayant disparu, l'ordre libéral semblait s'étendre de manière inexorable à l'ensemble de la planète. On pouvait finalement se dire tout va aller de soi et on va naturellement imposer un ordre démocratique et libéral et défendant les droits de l'homme, et on voit bien que c'est plus compliqué que ça. Et du coup, on a considéré que la paix était un acquis. En fait, non. Aujourd'hui, préserver la paix est un défi énorme parce qu'il y a des sources de tension partout. Il y a des foyers. Honnêtement, moi, je pensais que la guerre, je voyais venir la guerre, comme beaucoup, mais je ne la voyais pas venir en Europe. Et je pensais que ça éclaterait plutôt en Asie, en mer de Chine, etc. Mais on était à un tel niveau de tension qu'il était à peu près sûr que la guerre échappe. Et ce que je voudrais, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que je pense qu'en partie, cette guerre est due à l'absence de dialogue international, et pire que ça, au refus de dialoguer. Je pense qu'on a eu, on est dans une phase où, et les Occidentaux n'ont pas joué leur rôle dans cette période, les Occidentaux ont voulu pousser leur avantage historique. Ils ont refusé le dialogue. Alors peut-être qu'on n'aurait pas réussi à dialoguer avec les autres, hein, avec les Russes et les Chinois, peut-être, j'en sais rien. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a eu un refus de dialogue et le choix de l'affrontement. C'est-à-dire la volonté de dire c'est nous qui avons raison, et on va imposer notre ordre parce qu'on a raison. Alors peut-être qu'effectivement on a raison, moi je suis une amie des droits de l'homme, je suis une enfant des Lumières, j'ai beaucoup d'admiration pour la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Je trouve que la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'ONU en 1948 est un texte magnifique. Donc je suis une partisane des droits de l'homme, et je vois bien que la guerre est la mère de tous les cauchemars, et que les Européens l'ont oublié. On sait pourtant, c'est pas si vieux que ça, hein. La Deuxième Guerre mondiale, on devrait se rappeler. En Afrique, ils s'en souviennent. Et donc, il faut absolument trouver en tout cas, repenser l'ordre international avec cette idée, comme on l'a fait en 1945, des conditions de préservation et de construction durable de la paix. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Anne-Cécile, pour ces deux excellentes réponses sur lesquelles je vais rebondir euh, par rapport justement à l'Afrique et aux valeurs. En fait, je suis curieux de savoir comment est-ce que votre mandat à l'UPF, donc je rappelle euh, l'Union internationale de la presse francophone, euh, comment est-ce que vous avez eu l'impression que votre mandat a été rendu difficile par
une certaine méfiance envers le français, notamment dans le Sahel. Méfiance aussi par rapport aux journalistes. Je pense aux journalistes de RFI qui ne sont plus en mesure de faire leur travail dans certains pays, France 24 également. Voilà, je me demande un peu comment ça s'est passé. L'Union de la presse francophone, c'est la plus vieille organisation francophone, puisqu'elle a été créée en 1950. Elle a été créée en 1950 pour rassembler les médias et les journalistes d'expression française. Et par rapport à votre question, il me semble important, et aussi la question de Kate avant, de souligner que ce genre d'organisations, elles sont habitées par l'idée qu'il faut créer des espaces internationaux, transfrontaliers, de dialogue, d'échange, pacifique, au sens où il n'y a pas d'enjeu de pouvoir, et où on essaie de s'écouter, de se comprendre, et de construire ensemble les données, les outils d'une intercompréhension. Et vous avez raison, Adam, de souligner que prendre la présidence de l'Union de la presse francophone au moment où les tensions internationales s'exacerbent représente un vrai défi, et un défi qui n'est pas forcément mesuré dans le champ linguistique. C'est-à-dire que les tensions internationales que nous observons, qui sont parties du champ commercial et économique pour arriver maintenant au champ diplomatique, culturel et militaire, elles se traduisent aussi dans le champ linguistique. Et par exemple, on voit que dans certains cas, dans les institutions, les organisations internationales, spontanément, les conférences de presse sont en anglais. Ou les documents, on l'a vu pendant le Covid, la pandémie de Covid, les rapports sortent en anglais. Alors on nous dit, mais c'est parce que c'est plus facile, etc. Non, c'est pas forcément plus facile. Et si c'est plus facile, c'est une forme de paresse. Mais même si c'est plus facile, on voit bien que c'est facile pour les uns, mais compliqué pour d'autres. Et qu'on installe une inégalité. L'accès à l'information doit être juste. Et il n'y a aucune raison de donner un avantage comparatif à nos amis anglophones par rapport aux hispanophones, aux lusophones, aux francophones, sauf à vouloir ériger l'anglais en langue de domination, sachant que ce n'est dans l'intérêt de personne, puisque vous qui faites des études internationales, vous le savez bien, l'anglais international que nous pratiquons, ce n'est pas l'anglais le plus élevé, le plus châtié, celui qu'on parle avec le roi d'Angleterre, ou c'est un anglais assez pauvre, un anglais airport English, un anglais d'aéroport. Donc en fait, tout le monde y perd dans cette histoire de langue internationale. Donc il est très important de se battre pour la diversité linguistique. Et se battre pour les médias français, c'est se battre pour cette diversité d'expression. Et ce que nous constatons, et qui est souvent sous-estimé, c'est qu'il existe une véritable bataille des langues aujourd'hui. On évoque spontanément l'anglais, mais pour prendre le cas du continent africain, des dizaines et des dizaines d'instituts Confucius donc, ont été ouverts par la Chine pour promouvoir non seulement la culture chinoise, mais la langue chinoise. Les Russes ouvrent des instituts Pouchkine, avec moins de moyens que les Chinois, mais quand même. Les Turcs ouvrent des instituts Yunus Emre pour promouvoir en même temps que les entreprises turques la langue et la culture turque. Les Allemands avec les instituts Goethe, etc. Et des millions de dollars sont dépensés pour acheter des journaux, ouvrir des chaînes de télévision, ouvrir évidemment des médias sociaux également. Et la guerre des langues, c'est aussi la guerre de l'information. Et il est très frappant de voir comment les Chinois accompagnent l'arrivée de leurs entreprises de l'achat de médias et de l'ouverture donc d'instituts Confucius, et le lien qu'ils font, qui est très intelligent,
avec les langues locales. C'est-à-dire les Chinois, par exemple, qui arrivent au Mali, ils vont apprendre le bambara, pas le français. Et donc, vous êtes un francophone du Mali, eh bien, vous êtes parfois marginalisé parce que Chinois et les Chinois vont s'exprimer en bambara. Donc, vous voyez, il y a toute une mécanique qui se met en place et il faut absolument prendre conscience de ces enjeux linguistiques. Parfois, on les traite par-dessus la jambe, considérant que c'est secondaire. Non, s'exprimer dans sa langue, d'abord, c'est normal. Et puis, c'est ce qui garantit la meilleure qualité d'expression. Et il y a des choses qui s'expriment mieux dans certaines langues que dans d'autres. Et on a tous intérêt à avoir une véritable diversité linguistique, et surtout dans les médias, qui sont des passeurs et des outils de la transmission et du décryptage de l'information. Alors justement, sur ce rôle des médias en tant que passeur justement de l'information, euh, vous êtes la directrice des relations internationales et des éditions internationales du Monde diplomatique, qui sont au nombre de plusieurs dizaines et qui ont la spécificité assez unique au monde d'être publiées dans plusieurs langues, y compris dans le euh, kurde. Euh, il y a eu beaucoup de changements, je pense comprendre au monde diplomatique, enfin, ou du moins qui sont à venir, notamment avec la passation du poste de directeur d'édition ou d'éditeur en chef, pardon, de Serge Elimi à Benoît Bréville. Euh, Comment est-ce que ça se passe au monde diplomatique et comment est-ce que ça accompagne l'évolution de la presse francophone? Alors, d'abord, je vous remercie beaucoup de souligner le caractère international du monde diplomatique, parce que le monde diplomatique a toujours voulu être le plus international des journaux français en traitant l'actualité internationale, déjà sérieusement, avec beaucoup de suivi et de profondeur, et en donnant la parole à des chercheurs, des journalistes venus du monde entier pour avoir une pluralité de points de vue et ne pas rester franco-centré. Et cet aspect s'est traduit par le fait que des journalistes sont venus nous trouver pour traduire le monde diplomatique dans leur langue. Et comme vous l'avez rappelé, c'est l'une des spécificités du monde diplomatique que d'être publié en plusieurs langues. Aujourd'hui, je crois 26 langues et presque 40 éditions, puisqu'on a plusieurs éditions en espagnol, 2 éditions en allemand, et peu de journaux ont autant de versions linguistiques, et par ailleurs autant de versions linguistiques qui sont assurées par des gens qui nous sollicitent. C'est-à-dire que parfois certains journaux ont des déclinaisons en langue étrangère, mais c'est parce que ça rentre dans un projet industriel et commercial. C'est-à-dire c'est tel journal qui va dans tel pays pour acheter ou créer un journal dans la langue locale. Nous, on fonctionne en réseau avec des gens, des journalistes, des traducteurs qui aiment ce que fait le monde diplomatique et qui organisent eux-mêmes la traduction du journal. Alors, c'est passionnant d'avoir un tel réseau dans une période comme celle que nous vivons, où la géopolitique est bouleversée, parce qu'on peut recueillir le point de vue de différents pays et de différents confrères. En ce moment, une discussion entre l'édition finlandaise du monde diplomatique et l'édition hongroise, c'est extrêmement intéressant par rapport à la guerre en Ukraine, par exemple. Ou avoir une discussion entre l'édition turque du monde diplomatique et l'édition grecque du monde diplomatique, et puis vous ajoutez l'édition en kurde, c'est intéressant par rapport à ce qui se passe en Méditerranée, les événements qu'on a connus, etc. Donc c'est une vraie richesse à laquelle nous sommes vraiment attachés. Et l'une des exigences que nous avons pour notre fonctionnement, c'est que notre équipe doit être sensibilisée
à l'international, parler plusieurs langues, être ouverte à différentes cultures. Et notre directeur, Serge Halimi, qui donc quitte son poste parce que ça fait presque 14 ans qu'il est directeur et il a envie de retourner écrire des livres, avoir plus de temps, etc. C'était son ouverture sur le monde. Serge Halimi il est né en Tunisie, il a enseigné à Berkeley, il parle couramment l'anglais, il a énormément voyagé et il a une culture livresque très, très importante. Il a toujours été ouvert sur le monde et c'est aussi pour ça que nous l'avions choisi. Et avant lui, Ignacio Ramonet était espagnol, avait grandi au Maroc. Donc voilà. Et le nouveau directeur du monde diplomatique vient d'être élu, Benoît Bréville. Et lui aussi, dans ce chemin, se trouve lui aussi, emprunte lui aussi ce chemin-là, et a un parcours international. Mais lui, c'est le Canada, la Belgique, où il a étudié, il a travaillé, c'est un historien, et il a travaillé sur les enjeux urbains à travers le monde, et en particulier sur le Canada et la Belgique. Et donc, il vient d'être élu par le personnel et il va prendre la direction du journal le 1er février pour un mandat de 3 ans, puisqu'il va terminer une première phase et après, on verra ses projets pour le développement du journal. Je passe la parole à Lucas. Bonjour Anne-Cécile Robert, merci beaucoup d'être présent avec nous. Aujourd'hui, j'ai vu dans votre livre, plutôt j'ai lu dans votre livre Les dernières nouvelles du mensonge, qui a été publié aux éditions Lux Éditeur en 2021, dans la collection Lettres libres, que vous parlez beaucoup d'objectivité journalistique. Vous dites précisément que le mythe de l'objectivité qui nie que les discours sur la réalité expriment aussi des interprétations et des partis pris fait des ravages dans la presse dominante. Une conception simpliste du journalisme peut conduire à croire à l'innocence des faits, mais le cliché du journaliste se contentant de relater les événements qui se déroulent sous ses yeux ne suffit pas à faire oublier la réalité quotidienne du tri effectué dans les faits, de leur hiérarchisation dans la mise en page des journaux. Comment faites-vous? Je suis totalement d'accord avec votre analyse, mais comment réconcilier finalement une subjectivité journalistique assumée sans tomber dans un relativisme par rapport à des lecteurs? Décidément, vous posez tous des questions difficiles, mais extrêmement intéressantes. Merci beaucoup. En fait, c'est vrai que on défend très couramment et spontanément l'idée de l'objectivité. Et en un sens, c'est tout à fait normal et positif. C'est l'idée, on ne raconte pas n'importe quoi, on essaie de s'approcher au plus près des faits. Mais ce faisant, on est un peu naïf dans la mesure où on croit, et c'est pour ça que je parle de mythe de l'objectivité, que les faits parlent tout seuls, qu'un fait dit tout de lui-même, alors que bien souvent, il est nécessaire d'interpréter, de mettre en perspective, de comprendre. Par exemple, je ne sais pas si on vous apprend ça dans vos études, parce que l'exemple est très ancien, mais à l'époque de la guerre froide, les soviétiques, qui étaient attaqués parce que les populations vivaient de manière très pauvre et il y avait des pénuries, faisaient circuler une photo d'une boulangerie. C'est la photo d'une boulangerie à Paris, devant laquelle il y avait la queue. Les gens faisaient la queue pour acheter du pain. Et les soviétiques faisaient circuler cette photo en disant vous voyez, en France aussi, les gens font la queue pour avoir du pain. C'était pour dire qu'il n'y a pas qu'en Union soviétique que les gens font la queue pour avoir du pain. Alors cette photo était vraie, sauf qu'elle avait été prise un dimanche matin à midi. Et c'est pas qu'on manque de pain à Paris, c'est que comme c'est dimanche matin, les gens se sont levés tard, ils ont fait la fête toute la nuit, surtout à Paris, et donc ils sortent tous à la même heure, ils font la queue devant la boulangerie,
Non pas parce qu'il n'y a pas de pain, mais parce qu'ils sont tous levés très tard après avoir fait la fête. Donc, voilà un cas où le fait est vrai. Il y a effectivement une queue devant la boulangerie parisienne, mais si on ne réfléchit pas, ou si on est malhonnête comme les soviétiques de l'époque, on va raconter n'importe quoi. Et donc, la réponse à votre question, elle tient dans la distinction entre objectivité et honnêteté intellectuelle. En fait, la question, c'est moins d'être objectif. D'ailleurs, ça serait un peu inhumain d'être objectif parce que ça voudrait dire qu'on n'a pas de passion, qu'on n'a pas de sentiments, qu'on n'a pas d'histoire, qu'on est un peu un robot. En revanche, quelle que soit notre histoire, quelles que soient nos a priori, nos idées, on est tous en capacité, normalement, de faire preuve d'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire de se poser des questions, de prendre de la distance, par exemple, de faire preuve d'esprit critique, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous raconte, de se demander qui a intérêt à nous donner telle ou telle information. On le voit bien avec comment on appelle ça, les fuites. Dans les journaux, de temps en temps, vous savez, on voit arriver une enveloppe où on reçoit un coup de fil. Et c'est un informateur. Il va nous donner une information. Alors évidemment, quand on fait bien son travail de journaliste, on la vérifie. Mais on se pose aussi toujours la question, une fois qu'on a vérifié que l'information était vraie, c'est qui a intérêt à nous donner cette information? Et est-ce que, bien que l'information soit vraie, il est intelligent et pertinent de la divulguer? Est-ce que, en la divulguant, on ne participe pas en fait à une opération soit d'intoxication, soit de déstabilisation? Voilà, on le voit par exemple dans les campagnes électorales, par exemple. Donc voilà, je pense que la réponse à votre question, elle est dans la réflexion sur l'honnêteté intellectuelle et le respect d'un certain nombre de règles. Est-ce que j'ai bien vérifié? Est-ce que j'ai bien recoupé? Est-ce que j'ai bien mis en perspective? Est-ce que j'ai bien regardé l'ensemble des éléments permettant de se faire une idée sur l'information que je m'apprête à transmettre? Et, écoute, merci beaucoup, je vous remercie pour votre réponse. Vous parlez aussi, vous avez parlé tout à l'heure du temps de réflexion du monde diplomatique. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a une accélération du monde contemporain en ce moment, depuis quelques années, avec l'évolution d'Internet, des réseaux sociaux. Comment réconcilier ce temps de réflexion du monde diplomatique et l'accélération du monde contemporain? Y a-t-il un espace pour le monde diplomatique dans ce mouvement d'accélération? C'est une question difficile. En tout cas, je pourrais botter en touche en disant que les très bons résultats du monde diplomatique, puisque je touche du bois, le monde diplomatique se vend bien, on a beaucoup d'abonnés, les gens nous achètent en kiosque, confirment que une partie du public, de la population, recherche une information lente. Sinon, on n'aurait pas de succès, personne ne nous dirait, les gens seraient tout le temps devant la télé à regarder les nouvelles tomber comme la pluie ou la grêle. Donc, on peut quand même penser qu'il y a une recherche et une attente du public pour l'information recherchée. La deuxième remarque que je pourrais faire, c'est que en suivant le flot de l'information, les journalistes prennent des risques. Le risque de diffuser de fausses informations déjà, mais aussi de céder aux préjugés ou à l'interprétation rapide. Il y a eu un cas tout à fait récemment, lorsque un missile est tombé en Pologne. Et évidemment, tous les yeux se sont tournés vers la Russie. Et je me souviens d'une consoeur sur une chaîne de télévision française qui recevait un ancien ministre français et qui lui disait bon, monsieur le ministre, quand même, si c'est un missile russe, que va faire l'OTAN?
Et l'ancien ministre répondait, mais madame, pour l'instant, nous ne savons pas si c'est un missile russe. Et elle s'énervait toute seule en disant, mais quand même, l'OTAN ne peut pas réagir. Et lui, en fait, presque donnait des leçons de journalisme à la journaliste en lui disant, pour l'instant, je ne peux pas répondre à votre question puisque nous ne savons pas l'origine de ce missile. Donc, on voit une illustration de votre question. Il était tellement, enfin, ça aurait été tellement énorme comme information si ça avait été un missile russe, que la consoeur avait très envie, en fait, que ce soit un missile russe, parce que là, c'était spectaculaire. Bon, même si, du coup, c'est un peu fou tout ça, même si ça voulait dire qu'on était presque aux portes de la Troisième Guerre mondiale. Hein. Si ça avait été un missile russe tombant en Pologne, là, alors là, on allait direct dans la Troisième Guerre mondiale, puisque la Pologne est membre de l'Alliance Atlantique, mais ça n'avait pas l'air de perturber ma consoeur. Voilà. Donc, on n'a pas intérêt non plus à aller dans le flot. On n'a pas intérêt parce que finalement, on produit plus du bruit que de l'information. On produit plus de la confusion, de l'agitation que de l'information. Si on croit à la valeur de notre métier, ce qui est mon cas, hein, à la valeur du métier de journaliste, et qu'on veut préserver sa crédibilité, on a plutôt intérêt à utiliser le conditionnel, à poser des questions, à prendre de la distance, à se retenir. Et tant pis si le confrère à côté diffuse l'information avant nous, plutôt que de prendre le risque d'ajouter au flot de la confusion et quelque part de la panique qui envahit tout le monde. Surtout que la mission des journalistes, c'est d'expliquer, ce n'est pas d'ajouter finalement au torrent, au déferlement et aux soubresauts de l'actualité, même s'ils sont terribles. Merci beaucoup, Anne-Cécile. Euh, alors, effectivement, j'ai vu que ces résultats du monde diplomatique sont très bons. Vous aviez notamment fait l'objet d'un papier, je crois, dans Le Monde, qui parlait de l'insolente santé, je crois, c'était le terme qu'ils avaient utilisé du monde diplomatique. Euh, il y a une question notamment que vous avez évoquée dans les articles que vous avez écrits, et c'était la question de l'obsolescence des Nations Unies. Je ne sais pas si je le mets dans les bons termes, mais du moins en tout cas, d'un mandat des Nations Unies qui devient de plus en plus difficile à mener à bien. Alors Julie, qui est parmi nous justement, a une question à ce sujet. Et ce sera l'occasion pour vous, si vous le voulez bien, de revenir justement un petit peu sur ce que vous vouliez dire justement lorsque vous parliez en mai dernier d'une institution qui faillit à sa mission cardinale de paix et de sécurité, euh, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine. Julie? Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Jusqu'à présent, la discussion a été absolument fascinante et moi-même, j'ai appris énormément de choses, donc merci beaucoup. Ma question, donc liée à votre article, pensez-vous qu'il puisse y avoir un jour des réformes de la Charte des Nations Unies, si cela serait possible? Et si cela serait possible, quel type de réforme pensez-vous quel type de réforme serait le plus approprié pour répondre aux nouveaux enjeux, on va dire, du XXIe siècle, qui sont totalement différents des enjeux qu'il y avait quand la Charte des Nations Unies a été créée? Alors, le paradoxe, c'est que les Nations Unies, qui ont l'image parfois d'une organisation un peu datée, ont réussi au fil du temps à s'adapter aux nouveaux défis, notamment par exemple le défi climatique. On ne le sait pas toujours, mais les COP sont une initiative de l'ONU. Donc là, je ne suis pas certaine qu'il y ait une nécessité d'adapter l'ONU aux défis d'aujourd'hui, parce que en fait, quand vous regardez l'ensemble des institutions de l'ONU,
elle traite de tous les sujets, la santé, les migrations, l'environnement, etc. En revanche, votre question est très pertinente sur la question de, en fait, pourquoi l'ONU n'arrive pas, alors qu'elle traite de tous ces sujets, à être la tour de contrôle, l'instance de régulation, au moment où la planète se dérégule de partout. Et c'est là que, effectivement, la question de la réforme est posée, c'est que c'est au moment où on aurait besoin de régulation que l'ONU peine à jouer ce rôle fondamental qui lui a été assigné en 1945 et qu'elle est tout à fait indiquée pour jouer, puisqu'elle est le plus grand forum mondial avec ses 193 pays. Donc, c'est le forum idéal pour que la planète discute des questions communes et d'intérêt général. Alors, il y a deux manières de répondre à votre question. Il y a la première manière, c'est de dire il faudrait réformer la charte, et notamment pour lever les blocages qui permettent à certaines grandes puissances comme la Russie de s'affranchir des règles communes d'une manière particulièrement outrancière, comme elle le fait en Ukraine. Mais aussi, souvenons-nous, en 2003, les États-Unis, quand ils ont attaqué l'Ukraine, avaient eux aussi violé la charte de l'ONU. Donc, faudrait-il une réforme de l'ONU, de la charte de l'ONU, pour empêcher ce type de dérive, notamment de la part des grandes puissances. Et il y a une autre manière de répondre qui est plutôt la mienne, qui est de dire qu'en fait, le problème de la décomposition internationale, de la dérégulation internationale et des crimes commis par certaines grandes puissances comme la Russie n'est pas un problème institutionnel, c'est un problème politique. Et il me semble que, que même si on avait une réforme très sophistiquée de l'ONU, qu'on ajoutait du veto, qu'on accordait le veto à d'autres pays ou qu'on le retirait à certains, de toute façon, la question des rapports de force et des règles du jeu international serait posée. C'est-à-dire là, les gens disent il suffit d'exclure la Russie du Conseil de sécurité. Mais ça ne résoudra pas le problème de la Chine. Il faut exclure la Chine aussi. Alors, ça ne résoudra pas non plus le problème de la Turquie. Donc, il faut exclure la Turquie aussi. Alors, tant qu'on y est, on exclut l'Arabie saoudite de l'ONU, puisqu'il y a le Yémen. Donc, en fait, le problème est plutôt de comment on fait pour mettre tout le monde d'accord sur des règles du jeu. Et la crise internationale d'aujourd'hui, elle vient du fait qu'il y a un désaccord désormais sur les règles du jeu international. La charte de l'ONU, qui à mon avis est toujours d'actualité, avait posé des règles notamment sur le recours à la force, la guerre. Et elle avait grosso modo interdit le recours à la guerre, sauf des cas limités, l'autorisation du Conseil de sécurité et la légitime défense. Vous qui faites des études internationales, vous le savez mieux que moi. Et grosso modo, on a respecté ces règles pendant plusieurs décennies, et du moins, quand les grandes puissances voulaient violer ces règles, comme les soviétiques quand ils intervenaient dans leur étranger proche, comme ils disaient, ou les Américains quand ils faisaient des interventions en Amérique latine, ils essayaient de faire rentrer ça dans la charte. On se souvient, les Russes parlaient de légitime défense préventive, les Américains utilisaient ça aussi du temps de Ronald Reagan. Donc, ils essayaient de faire croire qu'ils respectaient la charte. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne fait même plus ça. On s'assoit sur la charte et on s'en vante. C'est pour ça que je dis qu'il y a un problème de règles du jeu, c'est que non seulement on viole la charte, mais on dit c'est pas si grave.
C'est ce que je ne sais plus qui a appelé ça, les politiques étrangères cannibales. L'expression est assez violente, c'est-à-dire la règle du jeu, je m'assois dessus. On ne résoudra pas, on n'assurera pas à long terme la paix si on n'arrive pas à réunir notamment les grandes puissances. Et dans le livre que j'ai écrit avec mon camarade Romain Tsiora en 2018 et qui s'appelle « Qui veut tuer l'ONU ?», je proposais d'avoir une réunion justement à haut niveau sur le recours à la force, sur les principes qui président la guerre et la paix. Parce que les Occidentaux, avec le Kosovo par exemple, ou les Américains avec l'Irak, ont eux aussi violé la charte. Et ils font comme si, non, ils ne veulent pas le reconnaître en fait. Alors je suis d'accord pour dire que ce que font les Russes en ce moment, c'est un peu plus grave. Pourquoi? Parce que c'est une acquisition de territoire par la force. Et ça, c'est pire que pire. C'est le crime des crimes en droit international. Agresser un pays comme les Américains ont fait en 2003 quand ils ont attaqué l'Irak, c'est un crime de droit international, c'est une agression, c'est interdit, c'est une violation de la charte. Mais ce que font les Russes, ça c'est encore pire, parce que c'est l'acquisition de territoire par la force. Et ça, on sait que c'est la boîte de Pandore. Parce que, et vous le voyez, en Europe centrale et orientale, certains pays commencent à dire ah, bah, si les Russes le font, bah, nous aussi, on voudrait bouger la frontière. Ce petit bout du pays d'à côté, en fait, il est à nous. Donc, c'est la boîte de Pandore. Donc, c'est le crime des crimes. Donc, voilà, je pense que plutôt que chercher à réformer la charte de l'ONU, il faudrait que les grandes puissances renouvellent leurs vœux. Un peu comme les mariés, vous savez. Ils ont signé un texte en 1945 qui, à mon avis, est intelligent. Ils ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Ils devraient se mettre autour d'une table, notamment les 5 permanents, et dire, voilà, à partir de maintenant, nous allons respecter ces règles et on s'engage à ne pas... nous, les Américains, on ne refera pas l'Irak, on ne refera pas le Kosovo. La France dit, non, on ne refera plus nos interventions militaires comme on a fait en Afrique. Les Russes disent, on ne refera pas l'Ukraine. Les Chinois diraient, on arrêtera de coloniser la mer de Chine. Voilà. Voilà. Alors après, ça n'empêche pas, moi je suis une admiratrice du continent africain, d'avoir une ONU plus inclusive. Effectivement, il est tout à fait anormal que le continent africain n'ait pas de siège de membres permanents au Conseil de sécurité. Il faudrait, vous savez, à l'ONU, il y a un principe de répartition géographique équitable, et au niveau des 5 permanents, on n'y est pas. Il y a beaucoup d'Occidentaux, plus les Chinois. Il y a 3 Occidentaux même. Donc, il faudrait que chaque zone géographique soit représentée de manière permanente. Le continent africain, c'est particulièrement nécessaire pour le continent africain, puisque 6 opérations de maintien de la paix de l'ONU sur 10 ont lieu en Afrique. Donc, l'Afrique est particulièrement intéressée à avoir un siège de membre permanent, parce qu'on décide pour elle à sa place, en son nom. Même si elle est associée en tant que membre non permanent, c'est quand même pas la même chose que d'être permanent. Mais tous les continents devraient avoir ce siège permanent. Ça serait important, de manière à ce que la discussion internationale soit véritablement représentative. Bonjour Anne-Cécile. Tout Bonjour. d'abord, merci pour votre temps. Donc, vous le disiez, vous êtes une amoureuse du continent africain et avez beaucoup travaillé en lien avec ces questions. Donc, ma question sera sur les relations euro-africaines et la question migratoire. On sait que l'initiative qui avait été lancée dans les années 2000 par l'Union européenne, Une Europe pour la Méditerranée, a globalement échoué. Et donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous auriez pensé que cette Union pour la Méditerranée aurait pu être une des clés, une des solutions à la crise migratoire de 2015? Et devrions-nous, Européens, repenser et retravailler nos relations avec le continent africain? Votre question permet de prolonger la discussion qu'on avait tout à l'heure suite à une intervention d'Adam Mouyal sur finalement la politique étrangère de l'Union européenne, sa boussole stratégique et la manière dont on voit le monde, dans la mesure où la Méditerranée, c'est effectivement pas un impensé, parce qu'il y a quand même des travaux, il y a des groupes de travail au Parlement européen, la Commission européenne sur la Méditerranée, mais on voit bien qu'il y a une difficulté
de la part de l'Union européenne à penser ce voisinage-là. Alors que, par exemple, pour l'Europe centrale et orientale, des mécanismes financiers, des procédures existent depuis longtemps, des passerelles, et que ce dialogue est extrêmement construit, vivant, et que par ailleurs, il a permis l'adhésion progressive de certains États ou l'accompagnement pacifique de ceux qui sont dans l'antichambre, comme les pays candidats, la Serbie, etc. Et pour la Méditerranée, on est loin de tout ça, pour différentes raisons. D'abord parce que l'Allemagne, qui est une grande puissance européenne, n'est pas beaucoup intéressée par la Méditerranée. Quand elle regarde vers le sud, elle est plus capable d'aller au-delà du Sahara. On a vu des déplacements d'Angela Merkel, la prédécesseuse de Olaf Scholz, au Nigeria, en Éthiopie, au Mali, que vers la Méditerranée. Et l'Allemagne a beaucoup contribué à orienter l'Union européenne vers l'Europe centrale et orientale, ce qui correspond d'ailleurs aux intérêts de l'Allemagne, hein, faut aussi le dire un peu froidement. Les pays méditerranéens de l'Union européenne ont plus de difficultés à s'accorder sur la construction d'un dialogue et d'une vision méditerranéenne. Alors, il y a le processus de Barcelone, hein, qui existe depuis 1998, mais qui était un forum intermittent, mais qui n'a pas d'institution permanente. Il y a eu l'Union pour la Méditerranée, promue par le président français Nicolas Sarkozy, mais qui a été un peu mornée ou étouffée dès la naissance, entre autres parce que l'Allemagne n'a pas voulu mettre les moyens financiers. Nicolas Sarkozy avait l'ambition que ce soit un cadre permanent avec des institutions assez développées. Alors, il y a un secrétariat permanent, effectivement, mais on est loin d'avoir quelque chose de structuré et de vivant à la hauteur des enjeux. Alors alors il y a maintenant le MED, alors je ne me souviens jamais combien ils sont, le groupe des pays méditerranéens de l'Union européenne, je ne sais plus s'ils sont 9, 10 ou 11, je ne me souviens jamais, qui se réunissent de manière informelle, la France, l'Italie, la Grèce, etc. Alors c'est un forum informel, mais là encore, on ne voit pas émerger de vision cohérente de ce que seraient les intérêts méditerranéens de l'Union européenne. Alors, pour la simple et bonne raison que tous ces pays méditerranéens de l'Union européenne n'ont pas, par définition, les mêmes problèmes. Je veux dire, la Grèce est très préoccupée par son problème turc, mais ça, qui est séculaire, pour ne pas dire plus, ça intéresse modérément les Espagnols. Les Espagnols, ils sont plus préoccupés par ce qui se passe à Ceuta et Melilla, et ça rejoint votre interrogation sur les migrations. Les Français, ils ont ce problème avec l'Algérie, qui fait que l'Algérie boycotte en général toutes ces réunions méditerranéennes parce qu'elle ne veut pas rentrer dans un jeu de légitimation de l'ancienne puissance coloniale. Alors l'Algérie, vous savez, n'est même pas membre à part entière de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, voilà, vraiment. Donc, il y a des centres d'intérêt très différents qui font que finalement, on ne s'accorde que sur le plus petit dénominateur commun, qui est l'aspect sécuritaire. Et du coup, la Méditerranée est réduite à ce dont vous entendez parler, que vous connaissez bien, le Frontex, à cette Europe forteresse, qui n'est pas, ce que j'ai entendu dans votre question, la définition d'une véritable politique, au sens humain, social, culturel, où on va construire un espace d'échange, de dialogue fraternel, où on n'est pas dans la peur, parce que Frontex, c'est quand même aussi le côté défensif, forteresse, et pas du tout. Alors là, pour le coup, c'est surtout rester chez vous, et surtout ne venez pas, voilà. Et puis si vous venez, eh ben, on va choisir ceux qu'on n'aime pas, et ceux qui nous intéressent. Donc, effectivement, on a une faillite européenne à construire la Méditerranée comme un espace, pour les raisons que je vous ai dites. Alors certainement,
l'histoire pèse, hein, l'histoire pèse au sens négatif du terme, c'est-à-dire cette histoire coloniale est sans doute un élément. Il y a aussi, on n'en a pas parlé, hein, mais il y a le problème Israël-Palestine. Si on fait un ensemble méditerranéen, comment on intègre cette question Israël-Palestine? Parce que je vous rappelle que l'Union européenne est toujours sur la position des Nations unies, la solution à 2 États. On sait très bien qu'Israël s'éloigne progressivement de cette solution, hein, même si officiellement les discours demeurent, mais bon, voilà. Donc, quel pourrait être le projet méditerranéen de l'Europe, sachant que je suis assez sensible à l'idée que l'Europe a un intérêt à avoir ce dialogue sur toutes les rives de la Méditerranée. D'abord, une partie de l'Europe est méditerranéenne, une partie de la culture européenne est née dans la Méditerranée. Et puis, on ne peut pas, on évoquait tout à l'heure la question de repousser la Russie vers l'Asie, on ne peut pas repousser l'Afrique du Nord vers l'intérieur du continent africain. L'Afrique du Nord, elle est là, elle est ouverte vers nous, et les échanges, c'est même pas séculaire, c'est millénaire. Mais là, peut-être que les jeunes générations, les jeunes chercheurs, les jeunes universitaires comme vous, peuvent pousser au dialogue méditerranéen en dehors de l'obsession sécuritaire. Il y a déjà des pistes, hein, on le sent. Mais là, alors c'est pareil, hein, c'est un peu comme avec la question précédente, il va falloir faire aussi de la politique au sens noble du terme. C'est-à-dire la politique, c'est le dialogue libre et raisonné, à partir de visions claires, verbalisées, formalisées. C'est-à-dire, il va falloir faire de la politique au sens comment on met en confiance les Turcs et les Grecs, après toute cette histoire. Comment on travaille pour que les Français et les Algériens dépassent l'histoire. Voilà, il y a tout ça, il y a sans doute de l'histoire, de la culture. Et puis après, en tant qu'Européens, porter ce message-là à Bruxelles, parce qu'à Bruxelles et à Strasbourg, on est plus intéressé par l'Europe centrale et orientale que par la Méditerranée, parce qu'il y a un tropisme quand même germanique c'est l'Europe continentale qui domine. Alors c'est un aspect de l'histoire européenne, c'est vrai, et le départ du Royaume-Uni ne nous arrange pas de ce point de vue-là, parce que le Royaume-Uni était, en tant que pays planétaire, ouvert sur le monde avec son Commonwealth. Et là, on a tendance à se replier sur l'Europe continentale, et on aurait tort, votre question était très pertinente, de négliger la Méditerranée. On n'aura pas de développement pacifique de l'Europe si on n'a pas une vraie réflexion euro-méditerranéenne, avec des moyens, avec de l'ambition aussi, au bon sens du terme. Merci beaucoup Anne-Cécile, et je retiendrai cette phrase: notre génération doit pousser au dialogue méditerranéen au-delà des questions sécuritaires. Eh bien, très bien. Nous ne vous retiendrons pas plus longtemps, Anne-Cécile. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup pour cette interview. Pour nos auditeurs, vous pouvez trouver la vidéo sur YouTube, LinkedIn, Instagram. Vous pouvez lire Anne-Cécile Robert au Monde diplomatique et également trouver ses ouvrages en librairie. Merci beaucoup, Anne-Cécile. Merci à vous, votre question était passionnante. À bientôt, j'espère, et bonne continuation à tous.